Voilà, donc merci. Je vais effectivement essayer de faire le plus vite possible pour ne pas perturber plus avant le déroulement de la journée. Alors, la question que je vais me poser au départ des travaux que je mène actuellement et qui s'intéressent au rôle de la question de la mobilité dans la société qui est la nôtre, ce sera celle de la justification de la prison par la mobilité et l'ouverture. Et pour ce faire, je vais me baser sur la récente loi pénitentiaire, la loi de principe dont on a déjà parlé, et sur ces travaux parlementaires qui sont des travaux parlementaires particulièrement nourris, notamment par une commission, la dite commission Dupont. Alors, juste pour poser le cadre, justifier la prison est un défi à la démocratie depuis qu'elle existe, et donc elle pose un problème de justification. Un problème de justification qui se marque par des cycles d'illusions et de désillusions, c'est-à-dire des périodes où l'on pense avoir trouvé un point d'entrée, une justification formidable à la prison, et puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas, et puis on invente de nouveaux discours qui nous permettront de refaire un tour. La réinvention, donc le projet carcéral, est le fruit donc d'une réinvention cyclique. Et il me semble que la loi pénitentiaire dont je vais vous parler est un des points de ce cycle et en fait quelque part la cristallisation d'un nouveau discours sur la prison. Comment définir le problème carcéral, puisque c'est a priori de là que part la question de la justification. Alors de manière assez traditionnelle, la prison pose problème parce qu'elle est une exception au droit commun en termes de liberté, en termes de droits civils et politiques, en termes de respect de la vie privée, en termes de choix, par exemple en matière de santé, etc. etc. Les problèmes sont évidemment infinis. Mais il me semble que quand on lit attentivement les travaux parlementaires de la loi pénitentiaire, on se rend compte que ce type de définition du problème carcéral est finalement en perte de vitesse. Et l'hypothèse que je soutiens est que ce problème est redéfini d'une manière différente, en se centrant sur la question de l'autonomie. L'incarcération pose un problème parce qu'elle est une ruine pour l'autonomie. Elle instaure une dépendance, une rupture des liens sociaux, une privation de l'exercice des rôles sociaux, c'est-à-dire donc des rôles qui sont traditionnellement joués par les individus dans la société libre. Elle entraîne aussi, crime absolu aujourd'hui s'il en est, une déresponsabilisation. Dans ce cadre, l'autonomie est pensée comme le pivot de la dignité humaine. Et pour illustrer mon propos, si ça veut bien apparaître, oui, j'ai pris quelques extraits, pris parmi beaucoup d'autres évidemment, des travaux parlementaires où l'on voit par exemple que la personne privée de toute liberté de mouvement devient de facto tributaire des autres à pratiquement tous les égards, et en tout cas sur le plan des habitudes de vie les plus élémentaires, telles que le logement, l'habillement, etc. On voit bien ici, tous les extraits qui seront présentés aujourd'hui sont tirés du premier de ces documents, à savoir le rapport Dupont et l'exposé des motifs de la loi. Ici, LD, c'est pour Lieven Dupont, donc c'est dans la présentation que lui-même personnellement fait du rapport de sa commission. Ça se trouve dès l'entrée. Le problème carcéral est un problème d'autonomie. Dans l'exposé des motifs, on affirme que le détenu se voit privé de la possibilité d'assumer lui-même les responsabilités relatives à sa propre vie et à celle d'autrui, notamment des membres de sa famille éventuelle. À ce propos, l'un des principaux obstacles est que le détenu ne peut plus s'occuper de rien, ce qui entraîne souvent chez lui un sentiment de frustration. La réglementation et la prise en charge par l'institution pénitentiaire mènent le détenu dans une situation de profonde dépendance à l'égard d'autrui, la dépendance, l'assistanat, la perte d'autonomie, tout ce spectre terrible qui nous menace chacun dans notre société contemporaine. L'exécution de la peine privative de liberté, du mandat d'arrêt, de l'ordonnance ou de l'arrêt ordonnant le maintien en détention préventive ou encore l'ordonnance de prise de corps, etc. Attendez que je revienne à l'endroit. Oui, celui à qui la liberté de circuler est refusée devient en effet dépendant des autres à quasiment tous les égards et surtout sur les plans de ses besoins vitaux les plus élémentaires, le logement, les vêtements, la nourriture, etc. Donc voilà, quelques occurrences qui finalement définissent la prison comme un problème, non plus en termes de droit, mais en termes essentiellement d'autonomie. Quand je dis non plus en termes de droit, c'est inexact parce que cette question est abordée dans les travaux parlementaires, mais finalement s'éclipse progressivement derrière une question lancinante: comment préserver l'autonomie du détenu? Eh bien, l'approche qui est choisie est celle de la réduction du préjudice
réduction du préjudice causé par l'incarcération par une normalisation. Et là, la normalisation, on en mange à toutes les pages dans les travaux parlementaires, au sens où cette normalisation concerne la cantine, le travail, les soins, l'accompagnement religieux, l'alimentation, etc., etc. C'est-à-dire tout événement de la vie, toute dimension de la vie en prison doit être marqué par un objectif qui est l'objectif de normalisation. La normalisation, c'est simplement pouvoir accéder aux services, vivre en prison exactement comme on le fait à l'extérieur. Il y a évidemment un deuxième point qui est le respect et la responsabilisation, et je les ai mis ensemble parce qu'ils vont de pair, parce que responsabiliser un individu dans ce cadre représentationnel-là, c'est le respecter. C'est-à-dire que le respect passe par la responsabilisation de l'individu, l'idée étant que, effectivement, en déresponsabilisant quelqu'un, on porte atteinte à sa dignité et donc on ne le respecte pas. Il y a aussi un gimmick, pour dire les choses comme ça, qui est celui de la limitation de la peine de prison à la stricte privation de liberté. C'est donc une sorte de généralisation de la logique de l'ultime recours. C'est-à-dire qu'en toutes circonstances, il faut en permanence se demander si la peine de prison n'empiète pas trop sur un ensemble d'autres aspects de la vie des individus. Alors, dans ce cadre-là, de nouveau quelques extraits, s'ils veulent bien venir. Ah, ils vont venir, voilà. Les lignes de force du projet de loi de principe peuvent se résumer comme suit. L'avant-projet repose sur une approche basée sur le statut juridique du détenu en sa qualité de citoyen de droit. Donc là, on est dans une approche qui est plutôt a priori juridique. Cette approche basée sur le statut du détenu relève à son tour d'un concept pénitentiaire qui en définit par ailleurs le contenu et selon lequel il est impératif de combattre le préjudice dû à la détention par l'application du principe de normalisation. Par exemple, la limitation du préjudice subi en raison de la détention implique que l'on essaie au moins de créer au sein de l'établissement pénitentiaire des situations qui, en dehors du fait que l'on est privé de sa liberté, correspondent autant que possible aux situations du monde extérieur. Ce qui est assez intéressant, évidemment, c'est de confronter ces discours à ce que nous venons d'entendre en termes d'architecture. C'est évidemment assez frappant. Le principe de normalisation peut être lourd de conséquences. Je crois que c'est une évidence. On subit un préjudice en raison de la détention et l'on ne vit plus normalement si l'on n'est pas pris au sérieux. Donc, il faut être pris au sérieux. Le principe de responsabilisation couvre la responsabilisation vis-à-vis de sa propre vie, vis-à-vis de la vie des proches, vis-à-vis du préjudice causé aux victimes et vis-à-vis de la souffrance infligée à la famille des victimes. Si l'on veut responsabiliser des personnes, il faut les respecter et les associer aux décisions qui les concernent. On reviendra sur cette idée de l'association qui est une question de participation. Le fait d'octroyer ce droit implique la reconnaissance de l'intérêt propre de l'accompagnement pastoral. On est donc ici en matière d'accompagnement philosophique et religieux. L'accompagnement pastoral et philosophique dans les prisons, y compris dans la perspective d'une normalisation. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que de très anciennes thématiques, comme par exemple l'accompagnement moral, philosophique et religieux, sont revisitées à la lumière de ces nouveaux principes, comme celui de normalisation. La participation, par exemple, est convoquée au secours de la gestion de la cantine, par exemple. Alors, où est-ce que je veux en venir? Ça, c'était juste une question de contexte. Je veux en venir à interroger la question de l'espace-temps carcéral pour essayer de poser quelques principes qui sont omniprésents dans le discours que constituent les travaux parlementaires, discours sur la prison. Vous comprendrez assez rapidement que ce discours risque d'avoir quelques petits problèmes d'articulation avec la réalité des espaces carcéraux, bien entendu. Alors l'espace, ce n'est évidemment pas seulement un espace physique, c'est aussi un espace social. Et l'espace social de la prison, dans le rêve qui sous-tend, ou en tout cas dans l'argumentaire qui sous-tend la nouvelle loi, est un espace social ouvert. D'abord parce qu'il y a mise en place d'un régime par défaut qui est un régime communautaire, c'est-à-dire donc un régime de décloisonnement interne. On a rappelé il y a quelques instants que la prison du PCO était pensée comme une prison de la séparation interne, de l'hypercloisonnement. Ici, on a une inversion complète avec l'affirmation que le régime communautaire est le régime de base. Le principe omniprésent dans les travaux parlementaires du maintien des relations avec l'extérieur, donc une ouverture vers l'extérieur, ce qui de nouveau est très frappant par rapport à ce qui vient d'être présenté sur justement l'expulsion de la prison du cadre urbanistique général.
Cet espace social ouvert est aussi caractérisé par la participation, c'est-à-dire que la participation implique évidemment que les individus se rencontrent, fassent des choses ensemble, mènent à bien des projets ensemble. Et cette participation n'est pas seulement une participation ou des détenus ou du personnel, mais bien la participation de l'ensemble des personnes qui font la prison au projet carcéral. C'est-à-dire que la prison ici devient bien un projet collectif porté par l'ensemble des acteurs de la prison, en ce compris les détenus, qui ne sont plus considérés donc comme finalement saisis par une institution préexistante et finalement parfaite sans leur collaboration. Un élément qui revient de manière extrêmement récurrente est aussi l'élément de la réparation des dommages causés aux victimes, qui sont conçus comme une entrée en communication avec le monde extérieur sur le principe de médiation, d'accord avec les victimes, sur la manière de progressivement dédommager ou réparer les victimes. Alors, quelques extraits de nouveau. Il incombe au directeur de veiller à ce que la visite ait lieu dans des circonstances qui encouragent ou maintiennent les liens avec le milieu affectif. On est donc bien ici dans l'idée d'un maintien des liens sociaux, ce qui est très intéressant, puisqu'on vient évidemment d'un imaginaire dans lequel il était avant tout impératif de rompre les liens entre le milieu criminogène et l'individu incarcéré. Alors on est bien d'accord pour dire que les choses avaient évidemment progressivement évolué, mais ici on coule ça dans le, j'allais dire dans le bronze, mais c'est plutôt dans le ciment qu'on va le couler à mon avis, avec évidemment toute l'interrogation de la compatibilité entre ceci et la situation d'une prison dans un village à l'écart des voies de communication, par exemple. Différents principes contenus dans l'avant-projet de loi, à savoir les principes du respect, de la normalisation et de la participation, sont applicables par analogie au personnel. Et donc on voit bien ici que les règles qui prévalent dans la relation aux détenus et aux détenus conçus comme une population prévalent également dans la relation au personnel. La cellule qui, dans l'optique du PCE, était à considérer comme un lieu destiné à isoler et à préserver les détenus de toute contamination morale, et qui, en ce qui concerne les condamnés, était le lieu par excellence où la peine devait exercer son effet salutaire, est dans le projet de loi où le régime communautaire modéré, entre parenthèses, constitue le régime ordinaire, transformé sous l'angle linguistique et idéal, transformé en un espace de séjour individuel auquel le détenu a notamment droit, parce qu'il a droit au respect de sa vie privée et de tous les intérêts personnels connexes. On est donc dans la situation inverse où la base est un régime communautaire, mais où l'individu a le droit de se retrancher dans son espace de vie personnelle au titre du respect de sa vie privée. Donc, on est bien face à une inversion discursive, en tout cas, de la logique. À cet espace social ouvert correspond bien entendu un espace physique ouvert, d'abord caractérisé par une limitation stricte à l'immobilisation physique du détenu, ce qui veut bien dire que seul le détenu est concerné par cette immobilisation physique, que les biens et services doivent pouvoir pénétrer. Les biens, par exemple, ce sont les biens qui pénètrent à la cantine. Il y a une attention qui est portée notamment au fait que la fixation des prix par le libre marché soit effectivement aussi possible au niveau de la cantine. Les services, bien entendu, doivent pouvoir pénétrer, les visites aussi, et plus frappant, une insistance récurrente sur la perte d'exclusivité de la prison comme lieu d'exécution de la peine de prison. Donc, on n'est plus dans une, finalement, peine de prison, puisque le bâtiment en tant que tel, l'espace physique en tant que tel, n'est plus nécessairement l'espace où va se dérouler l'exécution de la peine. Et donc, quelque part, cet espace perd ce qui était sa caractéristique au moins symbolique principal, à savoir qu'il était le lieu dans lequel on purge sa peine, et devient finalement un espace qui est en continuité avec d'autres espaces dans lesquels également la peine de prison, la peine de privation de liberté, va pouvoir s'exercer. La prévention et la limitation des effets préjudiciables de la détention implique la suppression dans toute la mesure du possible de la prison en tant qu'institution totale, une normalisation maximale de la vie quotidienne en prison, une ouverture aussi large que possible vers le monde extérieur, et la définition d'un itinéraire carcéral placé dans la perspective d'une libération anticipée. L'ouverture maximale sur le monde extérieur est clairement fixée comme un objectif. S'il ne peut être garanti que les peines privatives de liberté pourront être exécutées dans le respect des dispositions relatives à la capacité maximale des prisons, on en a parlé il y a un instant,
Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Le ministère public chargé de l'exécution de la peine peut décider, sur la base de critères spécialement établis à cet effet par le Collège des procureurs généraux, que certaines condamnations à des peines privatives de liberté seront exécutées selon une modalité d'exécution pénale autre que l'enfermement dans l'établissement pénitentiaire. Et il y a une récurrence de cette affirmation dans les travaux parlementaires. Compte tenu des législations spécifiques en la matière et conformément au principe de normalisation, l'article 97 prévoit d'imposer au directeur l'obligation de permettre aux services chargés de la protection de la santé des personnes dans la société libre d'offrir l'intégralité de leur service dans les prisons. Or, on sait à quel point ces questions-là sont des questions qui sont extrêmement épineuses et difficiles à mettre en pratique. Il y a un côté donc de ce qui est une ouverture de l'espace social et une ouverture de l'espace physique de la prison, aussi une continuité temporelle, parce que je pense qu'il est impossible de penser l'espace sans le temps et le temps sans l'espace. Je pourrais m'en expliquer, mais je crois que je ne dispose pas d'un quart d'heure à cet effet. Continuité temporelle, notamment le placement finalement de la peine de prison, de l'épisode prison, en parfaite continuité avec la liberté, notamment par l'insistance sur le fait que la personne incarcérée doit immédiatement penser à sa sortie. C'est-à-dire que la perspective de la libération est la perspective dès l'entrée, non pas parce que le type qui y rentre se dit « vivement que je sorte », mais parce que bien, du point de vue de l'institution elle-même, il s'agit d'inciter l'individu à se placer dans la perspective de sa libération. Cette continuité temporelle se marque aussi par un monitoring, c'est-à-dire un suivi continu, qui n'est pas fait finalement d'un épisode d'entrée, et puis on verra bien où on en est le jour où tu pourras sortir, mais bien sur l'idée d'une prise en charge dans la longueur, et donc la conception de la peine de prison elle-même, non pas comme un temps d'immobilisation d'un temps perdu, mais bien comme un temps de travail dans lequel il importe qu'ait lieu une prise en charge continue. Il y a une baisse de la standardisation et des scansions temporelles au sens où il y a une volonté d'individualiser au maximum l'expérience carcérale et de concevoir le temps d'incarcération comme un temps utile. La prévention ou la limitation des effets préjudiciables de la détention, je suis désolé, c'est assez répétitif, et là en fait on est dans l'extrait que je viens de vous lire, qui se termine par « dans la perspective d'une libération anticipée ». Je vous l'ai mis aux deux endroits tout simplement pour vous montrer comment l'articulation espace ouvert, temps placé dans la continuité par rapport au temps ordinaire, on va dire, était cette articulation, à quel point elle était forte. La Commission estime qu'un régime de libération conditionnelle doit subsister afin de permettre un passage plus progressif entre la détention et la remise en liberté totale, etc. Dans la perspective de la réparation et de la réinsertion, une rémunération correcte constitue également une condition nécessaire pour permettre le paiement des dettes, car si celles-ci restent impayées, elles peuvent continuer à poursuivre les détenus. Il ne peut être question d'un temps de détention utile que lorsque celui-ci est utilisé pour résoudre une série de problèmes existants et ne pas les laisser en héritage aux détenus au moment de la remise en liberté. On est bien ici dans un imaginaire dans lequel il s'agit bien, pendant la détention, non seulement de gérer la suite de ce qui s'est passé avant, l'infraction, le dommage, mais aussi la perspective de la libération et la suite après la libération, à savoir ici la question des dettes, la question des réparations. Alors, je vais juste essayer de tracer quelques perspectives pour donner un sens plus large à cette question de l'espace carcéral et du temps carcéral. Personnellement, par rapport aux travaux que je mène par ailleurs, je replace ça dans l'idée d'une prison mobilitaire, c'est-à-dire un projet de prison placé sous le signe de ce que j'appelle, faute de mieux quelque part, une idéologie mobilitaire, à savoir une idéologie qui impose la mobilité, qui fait de la mobilité une valeur en soi, qui s'impose de manière large dans notre société, et pas seulement en matière carcérale. Au travers de 4 impératifs, l'impératif d'activité, l'impératif de faire quelque chose, à ce titre par exemple le fait que le temps d'incarcération ne soit plus un temps perdu et soit inscrit clairement comme étant un temps de l'activité est important. Une activation, c'est-à-dire l'attente de l'individu qu'il soit proactif, qu'il prenne des initiatives. La participation, le fait d'en être, de participer à la constitution de quelque chose. À cet égard, la prison est conçue comme un projet collectif impliquant à la fois détenus et
personnel de la prison. Et l'adaptation, c'est-à-dire la nécessité d'être flexible, appel à la flexibilité qui est présent à la fois dans la question de la gestion des incarcérations et libérations, mais aussi, par exemple, dans la question de la gestion des règles internes. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est face à une loi de principe qui est censée être finalement la première loi qui clarifie les règles à appliquer en prison, à l'intérieur de la prison, qui vise finalement à faire revenir le droit en prison. Et il y a une insistance récurrente sur la nécessité, surtout, d'appliquer souplement ces règles et de ne pas trop les appliquer non plus quand ça n'est pas nécessaire. Alors, ce discours-là, finalement, n'est pas un discours qui est caractéristique de la prison. C'est un discours qui s'applique à bien des domaines, notamment en matière de management, en matière de gestion des allocataires sociaux. Je pense que le terme d'activation doit avoir résonné d'une manière particulière à vos oreilles, en matière de politique familiale, etc. L'hypothèse que je suis tenté de faire et que je voudrais essayer d'étayer à l'avenir, c'est le passage de l'idée d'une immobilité pénible, c'est-à-dire de la punition par l'immobilisation, c'est-à-dire finalement retrancher à quelqu'un une de ses libertés, retrancher à quelqu'un un laps de temps en lui disant « ce temps sera parfaitement inutile et c'est ça qui causera ta souffrance », à l'idée d'une mobilité éprouvante, c'est-à-dire une mise à l'épreuve des individus incarcérés au regard d'une série d'impératifs de mobilisation. Et à cet égard, l'insistance notamment sur les approches réparatrices et sur la nécessité pour le détenu de prendre des initiatives, de faire des projets. Le projet de détention, évidemment, est très important à cet égard, ne serait-ce que symboliquement, bien entendu, je ne parle pas ici des pratiques, indique bien que ce qu'on attend de l'individu, c'est bien qu'il se mobilise, même alors qu'on l'a immobilisé. Et donc, il me semble que ce projet sous-tend les travaux parlementaires, mais évidemment, c'est un discours, puisque, et ça, je crois que l'intervention qui a précédé la mienne l'a assez clairement montré, il y a une résistance des murs, il y a une résistance du droit, bien entendu, une résistance des pratiques et cultures, et on a bien vu à quel point la perspective de l'entrée en vigueur de la loi pénitentiaire avait pu causer des crispations, notamment parmi le personnel, et une résistance de discours concurrents, au sens où quand on entend d'autres discours que celui-là sur la prison, on peut se demander dans quelle mesure ceci est dissible en dehors de certains cénacles. Ce qui est finalement assez interpellant dans ce projet, c'est cette thématique de la normalisation, de la limitation des effets préjudiciables. Parce que finalement, la prison ouverte, en continuité parfaite avec la liberté, normalisée et sans effet négatif ou presque, finalement, c'est la non-prison. C'est l'absence de la prison. C'est la prison inexistante, mais finalement, que signifie cette normalisation de la prison ? Est-ce qu'il s'agit bien donc de rendre la prison normale, c'est-à-dire de faire pénétrer les logiques du monde extérieur dans la prison? Est-ce qu'il s'agit de rendre la prison normale au sens de faire de la prison la norme de la vie en société? Et donc là, on peut s'interroger. Il y a un instant, en parlant avec Annie DeVos, elle me signalait qu'il y avait 500 caméras, si je ne me trompe pas, dans une prison récemment ouverte, ce qui me rappelle le nombre de caméras qui jalonnent nos rues. Et donc, la question peut être aussi de se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'une exportation de la logique carcérale. Et effectivement, dans ce cadre-là, est-ce qu'il s'agit de faire de la prison la norme? Et là, j'avoue que je n'ai pas de réponse et qu'il faudra voir ce qu'on fera du master plan et de ce genre de choses. Et je pense que j'ai merveilleusement tenu mes délais. Je vous remercie.